Donc, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Jérémy. Je suis administrateur pour Photo Québec. Donc, bienvenue pour l'activité conférence de ce soir va être présentée par Jean-Bruno Desrosiers. Puis, on va parler de Pro-Am qu'on appelle, donc du professionnel amateur. Ça va être une présentation, puis ça va finir avec une discussion de groupe. Puis je pense qu'on était bien parti, fait que je pense qu'on va avoir bien du fun. Puis ça devrait pas dépasser 21 heures. Mais si vous voulez continuer de jaser après ça, allez-y fort. Euh, J'avais juste deux petites annonces, juste aller dans mon notepad. Donc, c'est ça. Comme je viens de dire, ça va être une discussion, puis il va y avoir une discussion à la fin, excusez. Donc, je vous invite à prendre des notes, puis euh, sur vos questions en particulier, je veux dire. Comme ça, à la fin, vous allez pouvoir les poser. Mais si jamais vous avez des questions pendant la conférence, vous pouvez lever votre main. Euh, donc, si vous regardez dans Zoom, vous avez des réactions, là, puis vous pouvez lever votre main à partir de là. Puis soit moi ou Jimmy, on va vous signaler. Puis finalement, je voulais juste faire un petit plug pour Jean Bruno. Il donne si je suis bien compris, il donne une classe sur l'ADSO. Ouais, c'est ce que Donc, j'en parle à la fin de la conférence, oui, effectivement. OK. Donc, si vous voulez regarder à ça, pensez-y pendant que vous l'écoutez. J'ai mis le lien dans le chat. C'est tout ce que j'avais à dire pour ce soir. Oubliez pas que le tirage du mois je l'ai lancé aujourd'hui. Donc, je vais vous lancer le lien dans le chat aussi dans pas long là. Donc, on peut commencer ça. Donc, merci d'être là. Puis, Bravo, Jérémy, amusez-vous. en passant pour la gestion du groupe. C'est pas parce que je veux pas y aller, là, c'est le manque de temps ici. Là. Je suis en Gaspésie. Moi, Mais tout, j'avoue que je chez suis nous, quand même débordé en ce moment. C'est bon. on en apprend du monde. On va avoir je travaille pour commencer le site là, en ce moment là. Puis dans le fond, j'attends une Le réponse site web, tu pour un parles? hébergement. Oui. Ah, le site web, OK. Parce qu'on avait payé, nous autres, là, il faudrait que tu vérifies avec Patrick Dubé. On payait un abonnement, nous autres. Ouais, le domaine. On a le Ouais, c'est ça. domaine, c'est ça qu'on. Je sais pas si on Ouais. l'a perdu, là, parce que moi, on avait confié ça à Benoît de Mulder, puis là, maintenant, Benoît, on n'a pas de nouvelles. Je sais qu'il est bien occupé, là, en tout cas. Ouais. Peut-être qu'au lieu de payer un autre, regarde, Ah ben c'est sûr on va aller le prendre. ouais. Donc Tu as c'est écrit à ça. De Patrick Dubé, il est au courant, là. toute façon, il faut Et qu'on Yves se Tremblay reparle aussi. pour payer l'hébergement. Fait Pas que, de on va se trouble. parler plus tard. On a des budgets Ah, pour ça. merci, Denis. Ça marche. Donc, je te donne le flambeau, Oui, Jean-Bruno. bon, ben écoute, je vais simplement partager mon écran, si vous voulez. Ah, écran 2, puis à partager. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Bon, Oui. là, je vais simplement. Voilà, j'ai mes images, j'ai mon texte, j'ai tout. Écoute, on va commencer simplement de même. Je dis merci beaucoup d'être là, nous, tout le monde. Je suis intimidé un peu parce que il y a dans le groupe, il y a des gens qui m'ont formé au tout début. Denis, il est là. Yves Tremblay, c'en est un autre pionnier qui m'a aidé énormément, qui m'a parti. Moi, je suis pas astronome depuis que je suis né, là. OK? Je suis astronome depuis 2010, à peu près plus prononcé depuis le 2012. Puis après ça, j'ai viré fou. Fait que c'est pour ça que je suis là maintenant. Ce qu'on va faire, si vous voulez, c'est que quand Jérémy m'a demandé de faire une conférence, il m'a dit j'aimerais ça que tu fasses une conférence à Spectro. J'ai fait oh, palais. Hey, ça marche pas. C'est parce que la Spectro, là, c'est le top de la montagne, on s'entend-tu, là? Et à partir de là, tout peut découler. C'est énorme. Il y a une coupe de croûte à manger, puis j'en ai mangé des croûtes. C'est ça un peu que j'avais préparé une belle conférence, puis même ma femme m'a repris et dit pourquoi tu dis pas comment ça a été dur à place?
Tu donnes déjà un cours pour le vaisseau sur le classement des étoiles variables. C'est déjà assez énorme que tu n'as pas besoin c'est pas un cours qu'ils veulent, ils veulent ton cheminement, ils veulent savoir comment tu travailles, c'est quoi ton observatoire, etc. À partir de là, ben, j'ai refait toute ma conférence au complet. Et c'est là où ce que j'en suis, si on veut. Ce que j'ai dit à Jérémy, c'est que ça serait le fun qu'on fasse comme une discussion. En même temps, ben, ça prend un guide. Fait que j'ai fait cette conférence-là avec une coupe de slides, puis avec tout ça, puis ça va donner une matière. Puis si après ça, vous voulez qu'on en discute, je n'ai pas de problème. C'est là pour ça. OK, on va mettre la table d'abord pour faire écho à quelqu'un qui a déjà donné une conférence ici, que j'admire, que j'aime bien, et je regarde ses images, c'est fabuleux. Mais il a dit quelque chose l'année passée qui m'a marqué. Moi, là, je suis pas un artiste, d'accord? Je suis vraiment pas un artiste, mais je suis un astronome amateur. Puis ce que j'ai envie de vous parler ce soir, c'est des étoiles, ce qui me fait triper. Puis en même temps, mon cheminement vers eux autres, vers les étoiles. Puis ici, j'aimerais ça vous présenter un bout de mon histoire. Je pourrais bien commencer à dire, comme Damien, je suis tombé dedans quand j'étais petit, mais c'est pas vrai pantoute. Mon premier contact, c'était avec les scouts. On avait un animateur qui était quand même pas pire, mais qui nous faisait remarquer que les points blancs, ben, c'était quelque chose. Il y avait des points blancs, il y avait des points rouges, il y avait des points bleus. Puis là, il s'y fabulait, puis il nous montrait des choses avec ça. Donc, à partir de là, il y a eu comme un intérêt. Mais je vous avoue que les filles, le baseball, puis mes amis, ça prenait pas mal plus de mon temps, mettons, puis mes intérêts. Fait que puis par après, ben c'est sûr que l'école, la famille, le travail, bref, la vie en général, ça a tout décidé autrement. Et mais bref, que tout va trop vite, puis on manque toujours de temps, comme disait Denis tantôt, c'est vrai. Hein? J'avais dit à ma conjointe aussi que j'y ferais avoir des étoiles. Mais des fois, il faut faire attention à ce qu'on dit, hein, parce que on a commencé par l'achat d'un petit télescope, puis on a vu Saturne, Jupiter, quelques étoiles, puis finalement, le coup de cœur a été des deux côtés. Ma femme aussi est tombée en amour avec l'astronomie. Et là, ben, c'est ça, c'est qu'à partir de là, on se trouvait un coin. Elle travaillait à l'Université de Sherbrooke. Moi, je travaillais pour une compagnie, une grosse compagnie, puis je faisais des systèmes ERP comme programmeur et administrateur système. Mais on cherchait quelque chose pour aller profiter un peu de notre hobby. Ce qu'on a trouvé, ben voici, c'est en plein cœur de la première réserve de ciel étoilé. On est carrément sur le mont Saint-Joseph, à peu près à 610 mètres d'altitude. Et c'est là qu'on venait toutes les fins de semaine pour pratiquer notre passion, qui est justement l'astronomie. Puis à partir de là, ben, on a commencé à chercher un emploi peut-être dans la région parce qu'on était trop bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais un des points marquants avant qu'on déménage à temps plein, ça a été une rencontre qui a été vraiment spéciale avec Lauren Nelson, qui était responsable du département de physique et de l'université de l'université Bishop. Et il était aussi responsable de l'observatoire. On a eu une visite de club avec le club de Sherbrooke. Puis, durant la visite, ben, je lui ai parlé, puis j'ai dit un peu ce que je faisais, tout ça. Puis bon. Puis moi, j'étais astrophotographe, puis j'aimais ça, faire des choses du genre. Ce qu'il m'a dit, c'est qu'il voulait avoir des images de galaxies. Fait que ben oui, c'est facile. Ça, je pourrais peut-être faire ça. Puis quand j'ai vu dans l'observatoire qu'est-ce qui s'y cachait, ben j'ai dit wow. Hey, oui, ça me tente. Oui, absolument. J'amènerai ma caméra, etc. Puis je pourrais t'en faire des photos. Mais il y a une affaire, c'est que ce que je veux, en échange, c'est que si je te pose des questions, tu me réponds. Fait qu'il a dit OK, pas de problème, on y va de même. Fait qu'en réalité, c'est ça que j'ai fait pendant 2 ans. J'en ai fait des images de toutes les sortes, de toutes les galaxies. Puis j'étais équipé avec une 8300 avec les filtres H-alpha, pas la palette de Hubble, etc. Mais on a fait d'autres choses aussi. On a fait des astéroïdes. On a fait de la détection de supernova. Ça a été vraiment, écoutez, il y a des nuits de plaisir là-dedans qui se sont faites. Puis souvent, je partais à une séquence qui pouvait durer 1 heure, 2 heures. On sait comment ça marche en astrophoto. Et je descendais. Et lui, son bureau était dans le sous-sol. Fait que je descendais au sous-sol. Et là, je lui posais 2, 3 questions.
Puis en même temps, ben, je pouvais voir à distance comment ça se passait dans l'observatoire. Puis quand la session se terminait, ben, je remontais dans l'observatoire. Puis là, j'allais voir mes affaires, puis je repartais, on descendait. Ça durait de même. Écoute, le docteur Nelson, c'était un gars extraordinaire. C'est qu'il arrivait, mettons, à midi, 1 heure pour ses cours, mais il partait à 4 heures, 5 heures du matin. Il était à Lennoxville. Il demeurait, sa maison était à North Atlee. Écoute, il faisait à peu près 25 kilomètres pour y aller, puis souvent, il était même pas en voiture, il était en ski de fond ou en vélo. Imaginez, là, ça, il faisait ça soir et matin. Un gars en forme, c'est ça. C'est sûr que là, à un moment donné, il y a des questions qui sont arrivées. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis un soir, je vais tasser les écrans. Il y a un de ses élèves, Jonathan Saint-Antoine, qui était un de ses élèves, qui me contacte, mais directement dans l'observatoire. J'étais en train d'observer, moi, puis prendre des photos, etc. Lui, il était à l'OMM, vous savez, le Mont-Mégantic. Et là, il était un petit peu pogné parce qu'il venait d'avoir une nouvelle. Il y a une supernova imposteur qui a éclaté dans une galaxie. Et là, le problème, c'est qu'à l'OMM, il est équipé avec le spectro. Là, ce qu'il me demandait, c'est comment tu es équipé? Qu'est-ce que tu as? Peux-tu faire de la photométrie? Peux-tu. J'ai dit oui, pas trop. Ben, si, écoute, il y a une médecine imposteur qu'on a trouvée dans telle galaxie. Peux-tu la prendre en photo pour nous? Nous autres, on va la prendre en spectro, avec le polarimètre aussi, puis on pourrait faire un dossier là-dessus. Écoute, je ne sais pas si vous le savez, là, j'ai tellement tripé cette nuit-là que j'en ai pas dormi, puis en même temps, ça a fait comme un déclic, mais un gros déclic. À tel point que je voulais plus être juste un astrophotographe, le gars de demain. Je voulais vraiment interagir, et surtout comprendre un essai imposteur. Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, puis d'où ça vient? Puis c'est quoi? Dans quelle famille ça vient? Le progéniteur, c'est quoi? Etc. Je voulais être proactif là-dedans. Fait que ce que j'ai fait, c'est qu'à partir de là, ça a changé complètement ma vision. Et je vais faire une histoire courte avec ça, c'est que je suis allé chercher de l'information. Le truc là-dedans, c'est l'apprendre. Vous voyez encore mon écran? J'ai pas de son, j'ai rien. OK, ben écoute, oui, on la oui, voit. OK, Oui, vous voyez oui, les certificats que je montre, la page web? Absolument. Oui. Fait que c'est ça. C'est que moi, je suis allé chercher des formations, mais d'un peu partout. Autant de l'Université d'Arizona que de Boston, il y a eu la Royal Astronomy, etc., de la AVSO, Edinburgh. J'ai essayé de prendre tous les cours que je pouvais afin d'être le plus polyvalent puis comprendre. Essayer de comprendre. C'est toujours comprendre. Moi, c'est ça qui m'anime. Mais il y en a un qui a changé ma vie, par exemple, c'est celui-là. Celui-là qui est le Variable Star Classification and Light Curve. À partir de là, j'ai comme une deuxième vision, à savoir, écoute, ces étoiles-là, oui, ça vaut la peine. Et de quoi ça dépend, etc. J'ai tellement aimé le cours que je l'ai traduit au complet de moi-même. Puis depuis 2020, je le donne directement à chaque année au mois de novembre. Le prochain, c'est la semaine prochaine, lundi prochain. Maintenant, entre-temps, c'est sûr qu'on cherchait une raison pour rester dans le coin, hein. Puis, à un moment donné, ma femme a travaillé au parc du Mont-Mégantic un été. Et elle travaillait justement avec Claude Duplessis. Et elle faisait rire en même temps parce que Claude, il y a toujours des anecdotes, il est toujours drôle, etc. Je me souviens qu'à un moment donné, elle est arrivée et elle était un peu choquée. Choquée, puis moi, je riais en même temps. C'est que à un moment donné, il y a un client qui est arrivé. C'est Claude qui était en haut. Et le client a demandé tout bonnement, vous devez en voir des ovnis, vous autres? Claude a dit non, on n'a pas le droit d'en parler. Le client était assez choqué qu'il est allé voir Manon, là. Il te l'a blasté. Puis elle me compte ça, puis après ça fait toute une histoire. Ça, c'est des running gags de l'astrolabe, si on veut. Mais moi, c'est l'année suivante, en 2017, le poste s'est ouvert et j'ai rentré comme technicien principal. Technicien principal, c'est technicien autant sur les observatoires que sur le réseau, l'électronique, les systèmes d'alarme, à peu près, on va dire d'à peu près tout. Tout ce qui est électronique, ça tombe dans ma cour. Puis j'ai eu du plaisir. J'ai fait ça jusqu'au printemps. Au 1er avril, c'est pas une joke. C'est pas un poisson d'avril. Le 1er avril, j'ai pris ma retraite. Puis, écoute, je retourne encore parce que c'est encore trop le fun. Puis bon,
je pense que je suis bien dans mes pantoufles, puis on s'aime bien, fait que c'est pour ça. OK. La table est mise, je pense que c'est assez parlé de moi, là. On va parler un peu de l'OMM. L'OMLJ, excuse-moi. L'OMLJ, mais vous voyez un petit peu à gauche, quand on l'a acheté en 2014-2015, c'était juste un petit chalet de bois. Et à partir de là, on venait chaque fin de semaine. Tellement là, on était bien. L'eau, écoute, c'est pur ici. Puis surtout le ciel, il y a certains soirs. On vous compter juste une anecdote. Quand on voulait acheter le chalet, moi j'ai dit au l'ancien propriétaire, j'ai dit, écoute, j'aimerais ça l'essayer ton chalet. Donc, on a spoté un soir qu'il allait faire beau, etc. Puis on est venu, c'était au mois de fin d'octobre. Et à un moment donné, j'étais avec mon télescope, Manon était avec le sien aussi, puis on regardait aux jumelles, etc. Puis ça a donné que j'ai regardé à peu près au nord-est et j'ai vu quelque chose dans Percé. Là, j'ai dit non, ça se peut pas, ça se peut pas. C'est magnitude 6.1 et puis même plus bas, je pense. Et puis je voyais une tache, puis bon, mes yeux, ça se peut pas. J'ai pris mes jumelles, j'ai regardé, puis effectivement, c'était le double amas de Percé que j'ai vu. Vous savez que le lendemain, ben, j'ai dit non, regarde, je l'achète ton chalet, ça va, il n'y a aucun problème. Puis depuis ça, là, je sais qu'il y a certains soirs, il y en a qui vont dire que j'exagère, mais il y a certains soirs, la Voie lactée nous fait de l'ombre. Fait que le ciel est parfait. Mais c'est ça, à partir de là, on a décidé de venir dans le coin, moi à l'Astrolabe, puis Manon s'est trouvé un emploi aussi. Mais qu'est-ce qui est. On voulait vérifier, mais qu'est-ce qui est important pour un observatoire? Bon, on va commencer par la qualité du ciel, hein, parce que la qualité du ciel, c'est le principal. Sans ça, il n'y a pas d'observatoire. Puis en deuxième, c'est l'environnement. Si vous regardez ici, le Mont-Saint-Joseph a la propriété de retenir certains nuages. Donc, là où on est, ben, l'air est plus sec. Donc, c'est vraiment mieux. À preuve, ben, vous voyez, je vous sors quelques graphiques de mon SQM. J'ai un SQM en haut et ici Rémi Boucher m'a fait un graphique, une analyse de mon ciel un beau soir. C'est la preuve. Mais surtout, ce qui est le fun, c'est la qualité de vie. Parce que l'air est pur, l'eau est pure. J'ai un ruisseau qui provient du haut de la montagne et sa source, ben, c'est d'eau source. Fait que ne serait-ce que la neige, parce que là, ici, quand il neige, mais bon. J'ai un peu d'espoir sur le réchauffement planétaire. On verra bien ce que ça va donner. L'OMJ 2, je commence par le plus simple. Ben, c'est ma femme. Elle a hérité de ma monture EQ6 et j'avais le 925 de Daniel Brousseau. Mais avant, elle avait son 12 pouces. Et on lui a monté un dôme juste à elle. Là, on pense faire une colonne. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mais elle, avec ça, elle veut se mettre aux variables. Elle fait beaucoup d'observations visuelles pour l'instant. Et puis ça, ben, ça, c'est le mien. Ça, c'est le mien. Là, c'est beau, là. Écoute, là, on regarde c'est la grosse monture qui soutient 115 livres, les deux télescopes parallèles pour travailler, l'un qui travaille en photométrie. Et le gros, là, le gros orange, ben, lui, il travaille en spectroscopie. Et c'est toute l'analyse, il y a une colonne de 12 pieds. C'est abouti. Je vous dirais que c'est presque abouti. Mais ça s'est pas fait de même, moi, vous dire, parce que je dois dire que cet observatoire-là, c'est un travail d'équipe. Damien a été mon mentor en photométrie. J'ai eu des mentors en spectro. Écoutez, Denis Bergeron, Yves Tremblay, c'est vraiment un travail d'équipe. Puis, il y a aussi des gens qui sont peu connus, comme Denis Desjardins, le frère de Charles Desjardins, qui est populaire au club de Sherbrooke. Ben, c'est un ancien machiniste à la retraite qui m'a aidé énormément, qui m'a donné des cours de machinage pour que je puisse enfin me débrouiller. Et on a fait plein de choses ensemble, vous allez voir. Si on commence au début, ben, le dôme, on parle en septembre 2014. Le dôme a été fait par quelqu'un de Cédric. Désolé, j'ai pas son nom. C'est un menuisier. Il avait même créé le club. Il avait fondé le club de Cédric à Québec. Et ben, c'est drôle parce que Québec, Cédric, dôme de lumière, ça va pas ensemble. Fait que ce qu'il a fait, ben, il m'a vendu son dôme pour une bouchée de pain. Et on a réussi à le démonter, à l'amener.
Puis vous voyez, le gars ici, là, lui ici, là, OK? Ça, c'en est un autre. Ça, son nom, c'est Serge. Ben, c'est un autre Serge. C'est encore c'est mon voisin. C'est un super ami. Lui, c'est un gars de la construction. Et je ne cacherai pas que un de ses derniers emplois, avant, parce qu'on s'était connus au parc, à l'Astrolabe, mais un de ses derniers emplois, il montait des échafauds pour le Cirque du Soleil. Fait que monter un dôme sur le toit d'une maison, hein, c'est absolument rien pour lui. Il a fait ça. Puis ce qui est fun, c'est qu'entre les deux parties, ben, ce qui fait rouler le dôme, c'est des balles de golf. Fait qu'il y en a qui vont jouer au golf, moi, je roule au boule. Pour la colonne, ça, c'est différent. C'est que là, on a travaillé fort, puis là, on avait 12 pieds à faire pour vraiment être en haut du toit de la maison. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis 4 mètres cubes de ciment dans le fond pour être sûr d'avoir un salaire. Ça, c'est armé en plus la colonne armée. Ça bouge pas beaucoup. Je vous avoue, là. Puis même quand ils vendent, ça fait absolument rien. Écoute, j'ai une assise d'environ 9 000 livres à peu près. De ce que j'ai lu, c'est 2200 kilos par mètre cube, j'en ai 4. Fait que ça dit tout. Pour le dôme, c'est sûr que lui, quand on l'a acheté, il n'était pas automatisé. Donc, il a fallu travailler. Voyez-vous le mécanisme? Ça, le moteur que vous voyez ici, c'est un moteur de Cadillac, des essuie-glaces de Cadillac. Puis on a travaillé avec des gairages de vélos, etc. Et ça fonctionne très bien. Avec un encodeur, c'était contrôlé par l'Esvidome, un système qu'on peut acheter. Et finalement, depuis cet automne, c'est Luc Turbine qui m'a fourni un système à l'essai. Et ça fonctionne très bien. Pour les courtiers, ça a été encore mon machiniste qui m'a aidé. Puis il faut dire que j'en ai fait un bout, c'est qu'on a pris un treuil de VTT avec un jeu de cordes et c'est les mêmes cordes qui s'enroulent ou déroulent pour faire ouvrir ou fermer. Pour la colonne, c'est sûr que la colonne de ciment, elle montre jusqu'au début de l'observatoire et c'est mon machiniste qui m'a fait encore un travail extraordinaire pour tenir finalement d'abord la EQ6, mais après ça, la CEM 120 pour que ça fonctionne. Et je vous dis, c'est vraiment solide. À partir de là, écoutez, ça, c'est le setup 2014. J'avais mis 10 pouces avec un Newton de 10 pouces. Et, vous voyez, ça, c'est la séquence de l'éclipse du 27 septembre 2015, pour ceux qui s'en souviennent. Ça avait tout été pris avec une caméra. Je pense que c'était la T3i que j'avais ou une autre similaire. Et avec le Newton. Et je commençais à faire des variables tranquillement. Mais là, c'était vraiment le début. Là on s'entend. J'essayais, j'avais trouvé des filtres photométriques sur eBay, mais c'était des récents d'une compagnie, c'était pas parafocal. Là, il fallait jouer avec le focus. Ah, c'était l'enfer, mais j'arrivais à faire de quoi? Au moins, tu commences à apprendre de même, tranquillement. Setup 2016-2017, oui, j'avais encore le MID, mais le Célestron est arrivé. Puis, il y a eu d'autres choses, le télescope de guidage. Là, j'avais pris des cours avec Denis, avec à Sainte-Hélène-de-Bagotte. Et là, ça s'est commencé à évoluer. Tranquillement, il y avait un petit peu plus d'outils, un peu plus de matière à travailler. Et la Spectro est arrivée avec les Star Analyzer 100 ou 200. Ça, c'est fou, hein? C'est un petit filtre qui vaut peut-être 200, 250 $, je ne sais pas. Tu mets ça devant une caméra, que ce soit une CCD, que ce soit une DSLR, et tu es capable de décomposer la lumière d'une étoile. Donc, la lumière t'arrive et tu es capable d'aller chercher sa composition. Même simple de même, tu serais capable avec ça de photographier une supernova et d'être capable d'identifier si c'est de type 1, type 2 et certains éléments qui sont dedans. Donc, c'est très puissant quand même pour un petit filtre, on va vous dire. Moi, j'ai encore le mien dans ma roue à filtre, puis je le tiens comme en arme secrète. En 2018, ça évolue encore. Mais là, j'avais dit à mon machiniste, hey, ça serait le fun que je puisse avoir 2 télescopes, 2 puissances différentes, donc 2 champs d'action différents en même temps.
Et ça me prenait un système, tu sais, pour le viser, pour les mettre vraiment parallèles. Puis un jour, il m'est arrivé avec ce système-là en bois. Ben, bois métal. Et c'était pour essayer. Finalement, ça a tellement bien marché qu'il m'a fourni quelque chose de métallique, vous allez voir. Là, 2019, ben là, j'ai eu une lunette Explore scientifique, la ED 127 à peau, qui est triplex. C'est une machine. C'est vraiment pour l'astrophoto, là, c'est incroyable. Mais finalement, moi, je m'en sers pour la photométrie. Et ça, ça a été un ajout, sauf que là, la monture, la Q6, elle a commencé à souffrir un petit peu, là. Fait que c'est là qu'on a pris une décision. On a acheté la CEM 120 des Dioptron. Ça roule comme une grosse Q6. C'est plus ou moins précis dans le visage. Dans le visage. Oh boy. On s'entend pour aller vers l'objet. Donc, ça prend une ou deux plates sol. Mais après ça, là, c'est précis. Je m'en sers pour la spectro. Et je peux vous dire que je fais des expulsions parfois qui peuvent monter jusqu'à 200 secondes. Et ça garde l'étoile dans une slit, dans une fente de 23 microns. Ça vous donne une idée. C'est parfait. Et cette année-là, oui, celle-là, quand que je vois le titre, je me souviens tout ce que j'ai pensé quand que j'ai monté la conférence. C'est là que j'ai acheté mon LP 600. Et là, c'est le commencement de l'aventure. D'accord? C'est que l'LP 600, je l'ai acheté pour du club de Tremblant. Il y avait un spécial, puis c'était vraiment pas cher. Fait que là, mais moi, je connais rien là-dedans. Là. Oui, j'ai le petit filtre, mais des gens qui font de la spectro ici au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Il y avait Louis Asselin, mais lui, il faisait ça sur un Lyrace, pas sur un nouvel appareil de même. Donc, je me suis frotté un peu le coco, puis j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Aussi, autrement, c'est que l'LP600, voilà, c'est ça l'LP600, hein? C'est juste ces deux petits morceaux-là. Ça, c'est pour mettre sur une caméra. Mais tout ce que tu peux faire avec ça, ben, tu peux pas rien faire à part que faire un spectre du soleil sur une table de cuisine. Il n'y a rien d'autre à faire, là. Tu peux pas rien faire avec ça. Bon. Là, moi, je mets ça sur un télescope. Comment ça marche? Puis là, je commence à écrire, commence à chercher. Là, finalement, ça prend le module de guidage. Yes, OK, on va aller voir. Ça se donne pas non plus, mais bon, avec une slit spéciale, faut que tu t'adaptes, etc. Bon, ben écoute, j'aguiche mon ministère des Finances, puis on essaie de faire de quoi. Puis finalement, en travaillant, on met de l'argent de côté et ça fonctionne. Là, après ça, c'est pas tout. C'est que là, ça prend une caméra digne de ça. Bon, OK, caméra puis une caméra de guidage, on s'entend. Là, moi, je voulais avoir le net plus ultra, je voulais être capable d'aller chercher des magnitudes. Écoute, ils disent 10, moi, aller à 12, moi, OK? Puis je vais avoir quelque chose de bien. Fait que, ah ouais, on y va, puis tout ça. Là, une fois que tu as tout ça, ça marche. Mais après ça, il faut que tu calibres. Le néon, ça fonctionne pas. Ça, m'a voulu expliquer pourquoi. Là, il disait que il fallait que j'achète le module de guidage. Je m'excuse, là, mais là, j'ai pété ma coche. Là, ça va faire. Après ça, tu commences par un petit module, ça te prend l'autre. Puis après ça te prend l'autre. Après, regarde, ça va faire. Mais, pour la calibration, ce qui s'est passé, vous vous rappelez RS Ophusius en 2021, ça, c'est mon coup de cœur, c'est mon petit pincement quand que je vois ça. C'est que j'ai su le 8 août que, en après-midi, que RS Ophusius, c'est une voie récurrente que j'avais entendu parler, que je faisais un peu de recherche là-dessus. Elle avait éclaté. Bon, ben écoute, on va faire un spec de ça, hein. Puis là, je suis tout monté, je suis tout équipé. Monte le spec, monte tout ça, puis dans l'après-midi, je regarde, puis plutôt dans la soirée, il y avait des nuages. Je me souviens de ce soir-là. Puis j'essayais, puis à un moment donné, il y a eu comme un trou. Je dis, viens, ça va-tu rester? Je commence à monter la caméra, prends ça en photo, puis prends une image, deux images, trois images. Finalement, j'ai eu cinq images et je l'ai fait publier sur un forum. Ce que j'avais pas prévu, c'est qu'il y a quelqu'un, je me souviens pas de qui, c'est un Européen, et il voulait avoir l'original, il voulait avoir un fit. J'ai envoyé le fit, et lui est allé voir l'heure, et j'ai été déclaré le premier au monde à sortir un spectre de cette étoile-là. Donc, j'étais tout content. Sauf que
pour la calibration, ce que j'avais fait, c'est avec l'aide de Ken Harrison, qui est un autre astronome je pense, c'est un Canadien qui est en Australie, qui a écrit des livres d'ailleurs pour plusieurs qui le connaissent. Et lui, ce qu'il m'avait suggéré, c'est prendre des étoiles de type A. C'est simple, tu prends le type A, je crois que j'en ai un petit peu plus loin. Puis elle donne vraiment le spectre pour calibrer. Ce qui est intéressant avec la RS Ophiuchus, j'en parle un petit peu vite, c'est que premièrement, c'est que quand elle éclate, c'est une nova récurrente qui revient à peu près aux 20 ans. On dit 15 à 20 ans à peu près. Ce qui est fascinant, par contre, c'est que sa masse de la naine blanche est à 1,37. À 1,44, on embarque dans une loi de physique qui dit que la naine blanche ne se peut plus. Quand je dis qu'elle ne se peut plus, elle pète. Puis là, elle peut devenir une supernova 1A selon la masse de l'étoile. Mais elle est proche. Fait on va attendre encore. Ce qui est intéressant aussi de suivre, c'est la descente. Quand on voit une nova, une supernova, c'est d'aller voir, prendre plusieurs datas pour avoir carrément la descente. Et on peut voir quel type, si c'est une supernova de type 2 plateau ou linéaire ou des choses semblables. Ceux qui ont suivi le cours avec moi, ils savent qu'est-ce que je veux dire. Voilà, ça c'est les Red Balmer que je parlais. Fait que là, c'est facile. Sauf que ce que je savais pas, puis que j'ai appris à mes dépens, c'est que l'LP600 travaille avec une fente, mais derrière, il y a un prisme. Et le prisme déforme. Ce qui fait que si tu n'as pas des raies vraiment tout le long du champ visuel, là, vous faut remarquer, c'est que mon spectre commence à 3500, il se termine à presque 8000. Donc, c'est tout le champ visuel. D'accord? Et à partir de là, si j'ai pas des raies de référence partout, ben, il arrive comme ça. Voyez-vous, en rouge, ça, c'est mon spectre. Donc, il y a une déformation et je perds de la précision énormément. Et à partir de là, ben, il a fallu que je bouge parce que moi, je l'avais déclaré à la base de données Arras en France et toutes mes images ont été enlevées avec ça. Puis quelque part, ben, je leur en veux pas, mais ça m'a fait de la peine un petit peu. Comment est-ce que je vais me démarrer? On commençait avec le néon, mais le néon, lui, il arrête à 58 200. Non, c'est 55 852. En bas, j'en ai pas. Qu'est-ce que je fais? Là, il aurait fallu que j'achète le module encore à 1500 pièces de chez Liac. Bon. Mais j'avais dans ma tête de cochon, c'est parce que dans mon projet, moi, je vais avoir 3 spectraux. Un pour le champ visuel au complet. Un pour la résolution moyenne, puis un pour la haute résolution. On parle de 20 000 à peu près. R est égal à 20 000, afin quand on tombe sur des binaires, être capable de les séparer. En tout cas, les binaires spectroscopiques. À partir de là, j'ai cherché. Et dans le fameux livre de Richard Walker, c'est une Bible pour ceux qui s'intéressent à la spectro. Le Spectral Atlas amateur astronomie de Richard Walker, c'est une Bible. Et il appelait 88, il parlait d'une petite lumière. C'est un glow starter pour les néons français, généralement, qui sont aux 220. Tu prends ça et il y a du néon, mais il y a aussi de l'argon puis du xénon. Et ça marche. Je l'ai essayé. Je me suis acheté ça sur Amazon. Ça, c'était disponible. Je l'ai essayé et ça fonctionne très bien. Le seul problème, c'est que pour avoir une image potable, ça prend 300 secondes. C'est long en tabarnouche quand t'as fini ta soirée puis t'attends, là. Fait que j'ai commencé à chercher d'autres choses, à en parler. Finalement, c'est Martin Aubé, qui est professeur au cégep de Sherbrooke, qui est un des spécialistes de la pollution lumineuse. Il dit, ben, c'est simple, prends des fluos compacts. C'est des ampoules qui coûtent 3 piastres. Puis, ben là, si vous en voulez, c'est temps d'en acheter parce que il y a du mercure à l'intérieur. Donc, ça va être banni, là. Si c'est pas déjà fait. Moi, je me suis acheté un lot, une boîte complète de je sais pas combien, pour être sûr, pour en avoir pour un bout de temps. Mais avec du fluo compact, tu es capable de calibrer pour le LP600 vraiment de A à Z, de 300 à 700 nanos. C'est nanomètres. D'accord? Et ça fonctionne.
En 2020, j'ai eu une opportunité, je dois dire. Claude Duplessis est au courant. À l'Astrolabe, ils ont rénové le C14 de M. Vénan. Et le C14 s'en allait dans une valise, à l'entrepôt. Et opportuniste, moi j'ai dit, écoute, M. Vénan faisait de la science avec ça. Est-ce que vous verriez un empêchement? Est-ce que je l'emprunte pour faire de la science, pour le remettre sous le ciel? C'est une machine qui est faite pour étudier le ciel, pour regarder le ciel. Je pourrais la remettre dans mon observatoire, puis ça servirait pour la science aussi. Donc, ça a été accepté. Depuis 2020, j'ai monté le C14. On l'a modifié un petit peu. Je l'ai tout remonté aussi pour qu'il s'adapte avec ma monture. Et depuis ce temps-là, je m'en sers au niveau spectral, si on veut. Je m'en sers aussi pour certaines images comme les supernovas, aussi pour NGC 40 que je fais un suivi on va parler tantôt. Mais ça, c'est mon observatoire actuel. Et vous remarquez, le système de support à deux télescopes, il a été changé pour un système complètement en aluminium. Et c'est tout fait pour vraiment calibrer et pour fonctionner à deux télescopes en même temps. Donc, à partir de là, je peux prendre un événement stellaire, une étoile, et je la prends autant en spectro qu'en photométrie. Puis en plus, là, je suis en train de terminer mon 3e spectro, qui lui va être à haute définition. Et ça va être vraiment le fun parce que sans doute que je rajoute un autre télescope sur le dessus pour remplacer le télescope de guidage ici. Et lui va servir pour ce spectro-là à haute définition. 2020. Jean-Bruno, c'est Louis Asselin. Peux-tu poser 2-3 petites questions? Absolument. Absolument. Ouais. Peux-tu revenir sur ta diapo précédente? Oui. S'il vous plaît. Celle-là? Non, l'autre. Oui, celle-là, oui. Hey, sur le masque de Batinov, c'est quoi tu as mis là-dessus? Oui, c'est que c'est un vieux masque de Batinov. Parce que, écoute, moi, je voulais avoir un éclairage de néon égal. Ah, OK, donc, c'est ça. Je suis allé me chercher des petits néons. Tu sais, du néon que tu peux acheter chez Amazon, là. Ça coûte 75 cents, je pense. Je m'en suis acheté un sac. Et c'est sûr qu'il faut faire attention parce que ça, c'est alimenté avec du 220. D'accord? On ne touche pas quand c'est allumé. D'accord? Mais ça fonctionne très bien. C'est que sur le même masque, j'ai mis mes starters S10 et les néons. Donc, je peux faire soit l'un, soit l'autre. Ah, et ça sert justement pour ça. Je sais pas si on les voit bien, mais les 4 choses noires, si on veut, OK, c'est les lumières de S10. OK. Ouais, c'est bon. Ça répond? Oh, oui, super. Oui, c'est bon. D'autres questions? C'est beau? OK, je passe à l'autre. Bon, c'est ça que je disais, c'est que de 2021 à 2022, il n'y a pas grand-chose qui s'est fait. J'ai plus travaillé au niveau de la construction parce qu'on a agrandi notre balcon. On a fait le dôme pour ma femme. J'ai racheté des fils, mais là, parafocales, imaginez. Enfin, pour que ce soit égal, par en même temps, c'est Serge Bergeron qui m'a donné le Q, si on veut. En tout cas, on en a parlé tantôt en photométrie, il fonctionne très bien pour un prix quand même très abordable. Il y a eu d'autres projets aussi, comme un SQM fait maison, et qui a aussi d'autres fonctions de façon à ce que quand on prend une observation avec un scientifique, c'est parce que ça m'arrive, ben, je donne en même temps toutes les conditions qu'il y a. J'ai commencé à monter une Night Sky. Elle est finie, mais j'en veux 2, puis ça va être un projet pour l'année prochaine. J'ai pas le temps. D'accord? OK. Entre-temps, ben, écoute, je tombe sur une nouvelle de CNN à un moment donné qui raconte l'histoire d'un astronome qui aurait découvert 90 supernovas en 2019. J'y croyais pas, OK? On sait que dans la Voie lactée, c'est une supernova au 100 ans. On s'entend dessus que 90, j'avais de la misère à le croire. En tout cas, finalement, j'ai réussi à avoir le nom, je commence à parler, à faire des recherches. Puis en même temps, j'ai un moment donné, je trouve son nom et son courriel, puis je l'écris. Et le gars, ben c'est vrai. Le gars, il a vraiment trouvé 90 supernovas en 2019. Il en avait trouvé 68, je crois, en 2018.
En 2020, il y en a fait je sais pas combien, puis il continue. Puis lui, c'est un professeur en astronomie dans un collège et à Victoria, je pense que c'est à Victoria, en Colombie-Britannique. Et à temps perdu, ben, il va travailler avec le DAO, sur le télescope Plaskett. Il a la chance d'aller là. Fait que depuis ça, là, je le talonne un peu pour avoir des informations puis tout ça. Mais ça a été quelqu'un qui m'a fait avancer énormément. Là, on travaille justement sur RF pour perfectionner certains éléments de traitement. RF, c'est en Linux, donc c'est un autre système d'exploitation que j'aime bien, qui est pas facile, mais qui est intéressant. Tellement qu'à un moment donné, il y a eu un soir que j'ai participé à l'observation d'une supernova. Et mon nom a été mis, vous voyez, juste en bas, sur la déclaration au TNS, comme quoi on a trouvé une supernova. J'étais le premier Québécois qui est déclaré, en tout cas, pour avoir trouvé une supernova. L'histoire continue. 2023, il n'y a pas de changement au niveau observatoire. C'est parce que, vous savez, je prépare ma retraite pour le 1er avril. Fait que là, j'ai dit, là, je vais travailler sur 2 projets. Le premier, c'est mon spectro à bande moyenne. Donc, on parle d'une résolution d'environ 10 000. Quand je dis 10 000, c'est 10 000 traits par millimètre. Et ce qui est intéressant, c'est le low spectre. J'en avais fait imprimer un, mais je trouvais qu'il y avait des défauts, puis j'étais pas trop sûr de mon coup. Fait que finalement, j'ai eu une part, c'est que j'ai j'ai discuté avec l'inventeur du Spectro, c'est Paul Gerlache, et je lui ai demandé, tu m'en ferais-tu un? Fait que, oui, je peux t'en faire un, il n'y a pas de problème. Puis, je sais que lui, il va le faire, puis il n'y aura pas de défaut, puis bon. Moi, ça va être facile après ça de le monter parce que quand il vient, c'est juste des bouts de plastique que tu assembles et tout ça, mais il faut acheter les morceaux chez Toslab, ça prend des specs, etc., des petites lentilles spéciales. Et voyez-vous, je l'ai même fait signer en plus, Paul Gerlache. Et c'est un vrai de vrai. Aujourd'hui, je l'ai mis à 1800 traits au millimètre. Donc, c'est la plus haute définition que le Spectro peut aller. Ça me donne une résolution d'environ 10 000. Fait que c'est super intéressant, surtout que là, cette année, on a travaillé sur les étoiles BE, excusez, je déparle. Je vais vous montrer tantôt qu'est-ce que ça fait. L'autre projet, c'est mon machiniste qui m'a donné des cours tout l'hiver. Et là, je me suis monté une petite machine shop justement pour pouvoir faire des pièces en aluminium, en métal, etc. Serge Bergeron, c'est un maître du plastique. Avec son imprimante, il fait des affaires extraordinaires. Moi, je suis un peu moins plastique. Je suis plus aluminium, plus solide, plus métal. Des fois, c'est plus difficile. Des fois, tu manques ton coup. Mais au moins, j'ai tellement de plaisir avec ça. Fait que j'ai réussi à monter plein de choses avec ça. Projet pour 2024, finalement, c'est pas 2024 parce qu'il est presque fini. Je le direct à côté de moi. Là, avec la collaboration de Serge Bergeron, il m'a imprimé les modules pour faire un SAR X qui, on l'espère, va faire de 17 à 20 000 à peu près. J'ai hâte de voir. Là, on me dit 18 000, on me dit 19 000, on me dit 20 000. Je vais vraiment aller voir. Il y a aussi Damien Lemay, qui est mon mentor en photométrie, qui, lui, il m'a offert de cet automne pour un cadeau, un UVEX. Là, je l'ai ici, ça va être à monter. Ça va être dans les projets. Éventuellement, parce que il y a de trop aussi. Là. Il y a, donc, on parle aussi d'une colonne pour ma femme. Elle me talonne là-dessus. Hein. Elle lâche pas. Il y a aussi, j'ai entendu parler d'un Flex Spect, qui est un autre spectro, mais tout en métal. Et là, ça aussi, ça a l'air intéressant. Il y a les ASCII toujours, le SQM. Et je vous cache pas que j'ai eu un... Alors ça, il faut que j'en parle un peu. Ce qui est arrivé il y a à peu près 3 ans, j'étais dans le club de Chabot. Yves Gaudidier, pour ceux qui le connaissent, c'est un professeur en astronomie. Et très bon professeur. D'ailleurs, c'est un spécialiste des Wolf-Rayet puis des étoiles massives en général, je pense. Et c'est ça. Il donnait des conférences, dont une au club de Chabot. Et on se connaissait. Puis à un moment donné, il m'arrive et il dit Hey, j'ai eu une bonne nouvelle, j'ai
J'ai eu une charge de cours à l'Université de Sherbrooke. Ben, félicitations, là, c'est le fun. Il dit, serais-tu capable de me fournir du data pour mon cours? Ben, il dit, pourquoi pas? Fait qu'à partir de là, il m'a donné 3-4 étoiles. Là, pendant 2 ans, je lui ai fourni du data. Puis spectro, photométrie, tout ce que je pouvais donner, puis tout ce qu'il voulait, j'y donnais gratuitement. Regarde, j'ai aucun problème. Alors, on s'est revu au printemps. Et là, au printemps, j'ai demandé, puis comment ça va ton cours? Ah, il dit, ça va bien, on recommence encore cette année. Écoute, je t'ai rien demandé, ça te dérangerait-tu si j'irais me cacher en dessous d'un bureau quelque part en septembre pour aller voir ton cours puis voir qu'est-ce que se passe? Aucun problème, ce qui fait que j'ai eu la confirmation pendant qu'on était en voyage cet été, on a fait le tour des maritimes. Puis à un moment donné, je reçois un courriel, je dis, écoute, si ça te tente, ça commence telle date, présente-toi, on est là, puis 2 jours par semaine. Ce qui fait que depuis septembre, ben, je suis les cours de Yves Grosdidier comme auditeur libre. 2 jours par semaine, et ça va jusqu'en décembre. Puis je tripe tellement, j'apprends tellement. OK. Là, j'embarque pas dans le calcul différentiel puis intégral. Ça, on va oublier ça, mais tout le restant. Puis en plus, qui répond à mes questions. J'avais un autre projet depuis 2 ou 3 ans sur un projet de binaire avec le groupe du télescope, le télescope Jean-Marc Salomon, c'est ça, en France. Quelqu'un avait trouvé une binaire et il voulait avoir la paternité, la déclarer, etc. Mais pour faire ça, ça prend du data. Donc, là-bas et ici, on a travaillé pour avoir du data pendant 2 ans de temps. Et je parlais au printemps avec il y avait une astronome qui chevautait ce projet-là. C'est Madame Lampen, du Royal Belgium, Royal Astronomy Belgium, of Belgium. Et ben, elle me disait que ça prendrait des spectres. Ça prendrait des spectres encore plus haut que ça. Finalement, ben, moi, j'ai pensé à l'OMM. Fait que j'ai parlé avec Sylvie Beaulieu, qui est là, que je connais bien aussi, puis qui me disait que leur spectro était brisé depuis 2020, mais qui disait que la première lumière, c'est dans 4 ans. Ça veut dire qu'en 2027 seulement. Fait que ça fait 7 ans, 8 ans qui ont pas de spray. Alors, elle m'a envoyé au DAO. Là, je suis en train de vérifier si ça existe encore. Puis on va peut-être faire des spectres avec le DAO, puis même peut-être avec Malak Indica sur cette étoile-là. Fait que ça, c'est l'histoire pour Yves Grosdidier. Est-ce que ça va bien? Avez-vous besoin d'une pause pipi, quelque chose? On est à peu près à la moitié, je crois. Je voulais juste vérifier. Ça va bien? On continue? Tout est beau. Oui. Oui, tout est beau. Bon, OK, j'ai pas perdu personne. On est encore... On est toujours là. Toujours là. Ben, c'est le fun. Avant de parler du Pro-Am, si on parlait un peu des étoiles, en réalité, c'est ça qui me fait triper. Là, je veux juste mettre la table des étoiles. Je sais qu'il y en a gros qui... moi, quand j'ai préparé ça, je ne savais pas que j'avais des Monsieur Asselin, puis des Denis Bergeron, puis fait que j'ai les fêtes générales pour tout le monde. OK? On va se rappeler que quand on parle de spectre visuel, c'est de... Ben, les autres, ils disent 400 à 750. Moi, j'avais d'autres livres qui disaient 300. J'imagine que ça dépend des yeux. Les yeux d'un enfant, c'est plus sensible qu'un vieux comme moi. Fait que, mais ça, c'est important. Le deuxième point que je voulais statuer, c'est le quart noir. Vous voyez, les courbes, plus qu'une étoile est chaude, plus son lambda, si on veut, c'est son maximum, va être à gauche. Plus elle est froide, elle va être à droite. Donc, ce qui arrive, c'est ça, c'est que si tu regardes des spectres, ben, selon la courbe, le continuum qu'on appelle, ben, si c'est vraiment juste penché comme ça, ben, ça veut dire que c'est une étoile qui est chaude. Si elle est penchée de l'autre bord, ben, ça veut dire qu'elle est plus froide. Ça, on part avec ça, juste comme ça, OK? Puis après ça, on va aller voir un petit peu plus loin. Ah, oui, c'est vrai. Ce que je dis en même temps, mon texte, j'avais mis une image que Pierre Laporte avait faite. Pierre Laporte, plusieurs le connaissent, c'est un gars qui faisait aussi de la radioastronomie. Puis là, il montrait le spectre visuel. Le spectre visuel, ben pour lui, il faisait jouer un violon. Il faisait jouer une tune de Beethoven, je pense. Et c'était juste un violon qui jouait. Mais quand il parlait vraiment de tous les spectres, du rayon gamma aux ondes, et là, c'est là l'orchestre embarquait. Fait que c'était l'image qui était très frappante. Ça donne une idée quand même de la différence. Parce que
quand on regarde une étoile, nous, avec nos caméras, c'est sûr qu'ils sont plus sensibles. Ils peuvent aller jusqu'à 1000 nanos, nos caméras, puis plus bas, peut-être dans le 300. Par contre, il y a beaucoup d'autres choses. Fait que quand tu veux étudier une étoile, puis avant de tout connaître sur cette étoile-là, il faut aller voir vraiment toutes les ondes. Ce qui n'est pas notre cas à nous autres, parce que ça prend des appareils spéciaux, ça prend ça, c'est les scientifiques comme Louis Asselin qui savent ça. Là. Diagramme à chaire. Je rappelle l'outil essentiel pour le classement des étoiles, c'est le diagramme à chaire, on s'entend. En bas, on a l'axe des... Oh mon Dieu, je me mélange tout le temps des X ou des Y, mais c'est la température qui est en bas. Puis, je porte attention, c'est la température. Vous allez voir pourquoi. C'est parce que il y a un autre élément que je vais rajouter tantôt. Et à gauche, c'est la luminosité. On voit à 1, si on fait une ligne droite, on arrive au soleil. Donc, on parle d'unité solaire. D'accord? Juste ces deux éléments-là sont hyper importants. OK? Pour la suite. Ce qui arrive aussi, c'est quand que l'étoile qui rentre dans sa séquence principale, ce qu'on a vu, elle est dans sa séquence principale, ça veut dire qu'elle est en équilibre. OK? J'ai pas dit qu'elle variait pas. J'ai dit qu'elle est en équilibre. Par exemple, les flare stars, c'est des étoiles M. Puis il y en a beaucoup dans la séquence principale qui ont, à un moment donné, des flares. Ils sont variables par rapport à ça. OK? Et c'est aussitôt, ensuite, c'est que si ton hydrogène commence à manquer ou l'hélium commence à prendre le dessus, aussitôt qu'il y a un déséquilibre, c'est là que ton étoile rentre dans les lignes d'instabilité. Voyez-vous, il y en a ici. OK? Il y en a en haut aussi pour les étoiles hyper chaudes. Les géantes rouges sont là. Donc, il y a plusieurs points d'instabilité qui découlent d'un déséquilibre, généralement. Et c'est ce que ça fait, ça fait, voilà. Ça fait des étoiles variables à plus finir. Une vie, c'est pas assez pour tout étudier. Hein. Parce que généralement, on en prend 3-4, on se spécialise là-dedans, on reste là. Écoutez, je prends juste les cataclysmiques. Cataclysmiques, je prends juste ça. Voyez-vous, il y en a 4. Ben, c'est pas vrai, parce que aussitôt qu'on rentre dedans, ça dédouble. Fait que, écoutez, ça finit plus, c'est astronomique. C'est vraiment astronomique. C'est tellement astronomique. Voyez-vous, même si je vois dans le plus commun, c'est quoi l'étoile la plus commune qu'on connaît? C'est le Soleil, hein? Mais même le Soleil, il varie. Aux 11-12 ans, il varie tout le temps. Depuis 1755, on a des statistiques là-dessus. Et ça n'arrête pas, ça continue. Mais une chose qui m'étourdit, c'est que même le Soleil, OK, il transforme 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium à chaque seconde. Ça, c'est imaginez, là, c'est un gaz, mais 600 millions de tonnes à chaque seconde en hélium. Puis son code, vraiment, c'est G2V. V, c'est étoile naine. Et c'est ça. C'est une petite étoile. Fait que quand tu te mets à penser à ça, c'est... Moi, en tout cas, ça m'étourdit, c'est simple. Puis en même temps, ça me donne tellement une idée. Parce que quand on regarde ce qu'on voit, les étoiles qu'on voit à l'œil nu, là, ils ont toutes à peu près, écoute, sont beaucoup plus grosses que le Soleil pour qu'on puisse les voir à la distance qu'ils sont. Fait que c'est incroyable. Si on prendrait notre Soleil et on le mettrait à 10 parsec, on obtiendrait la magnitude absolue. Elle aurait juste 4,83. En tout cas, je vous en parle un petit peu de même, juste pour mettre en même temps la table, mais ça serait c'est bon, je m'en allais te poser la question, justement. Si on verrait notre Soleil de loin, c'est ça. C'est la magnitude absolue. Fait que c'est astronomique. C'est un peu le vertige que j'ai des fois quand je commence à étudier. Puis ça me fascine, ça me motive. C'est mon gaz. Bref, moi, ce qui m'intéresse des étoiles, c'est vraiment le début et puis la fin des étoiles. Fait que c'est pas compliqué, je m'intéresse à tout ça, ainsi qu'à leur classement. Et qu'est-ce qu'ils font exactement. Puis là-dessus, on parle des étoiles, mais on n'a même pas encore parlé des suites, parce que là, c'est même les supernovas. Depuis 2013, on parle des hypernovas.
En 2017, on parle des Kilonova, puis à partir de là, ils ont fait tous les livres de chimie parce que ça marchait plus, là, les livres de physique. Parce que là, les supernovas ne pouvaient pas justifier certains éléments du tableau périodique. Les kilonovas, oui, par exemple. Les supernovas aussi. Donc, là, on commence à avoir une meilleure vision. Et on fait juste commencer, c'est 2017, là. C'est quand même tout proche, là. Qu'est-ce qu'il va y avoir en 2040, en 2050? Ça, j'en ai aucune idée, mais ça s'annonce drôlement bien. Surtout avec James Webb, qui regarde dans l'infrarouge. Incroyable. C'est fou. Bon, j'ai mis encore un petit break parce que je suis déjà pas mal étourdi. Ça va toujours? Ouais? Ben, toi, si tu veux prendre un Numéro un, break, ouais, c'est ça, ouais, tu peux, Moi, l'orateur ça peut se va. permettre. Écoutez, moi, je suis parti, mais c'est pour Moi, vous, ça là. va. Ça va bon. C'est Bon, beau. ben, tant pis pour vous autres, on continue. Bon, on a parlé de l'observatoire, on a parlé un petit peu des étoiles. On va embarquer dans le vif du sujet, OK? Qu'est-ce que je fais avec? C'est d'ailleurs pour ça qu'on a parlé. Là, je parle des fils photométriques. Vous voyez, il y en a 5, mais c'est pas vrai, parce que le U, on s'en sert pas, mais il est tellement opaque. J'ai une ST7, une ST8, qui peuvent descendre jusqu'à 300 nanos. Et c'est tellement opaque que ça prend une exposition de 300 secondes. Mais on s'en sert à peu près pas. Donc, on sert vraiment de 4. B, V, R, I, puis le principal, c'est le V. Ce qui est important de voir, c'est que ce que moi, j'aimais pas de ces filtres-là, je prends les filtres standards, c'est le laps. Vois-tu? La jonction du B et du V se faisait à 30 %. Donc, il y avait de la perte. Lui aussi, à 40 % entre le I et le R. C'était accepté de même. Mais ça me fatiguait un petit peu. Fait que je suis allé voir un petit peu plus loin. C'est encore mon ami Serge qui m'a donné une cue, c'est ce que je parlais tantôt. On est allé sur les optolongues. Et là, on voit la jonction, elle se fait pas mal plus. On dit à 50 %, 60 %. Donc, on a un rendement vraiment supérieur. Et ce qui est super le fun avec ces filtres-là, c'est que tu as des fonctions qui ont été remarquées, qui ont été travaillées au fil du temps. Comme le B-V va donner la température. Et température va avec les types d'étoiles, on est capable de faire des classements plus facilement avec ça. Et on aboutit à un moment donné à la distance même. Il y a aussi les sondes. Les sondes. Excuse, Jean-Bruno, c'est Louis Asselin. Si tu reviens sur les filtres optolons, ouais. Dans le milieu scientifique, il n'y a pas de la réticence face à l'utilisation des filtres optolons? Bon, écoute. C'est accepté? C'est très accepté. Moi, je les ai suggérés à Arnenden de l'AVSO. Et ils ont passé les tests, puis aucun problème avec ça. Vraiment aucun problème. Fait que c'est pour ça que je suis carrément sauté dessus, puis même que ça a été annoncé par l'AVSO. Parce que tes données, tes lambda sont les mêmes. OK? Sauf que sont mieux répartis, simplement. Donc, ça fonctionne vraiment bien. Okay, je peux ajouter là-dessus que moi aussi, je me suis équipé de ces filtres-là. Puis, depuis que j'ai ces filtres-là, quand je compare mes données avec les autres, là, ça fait mieux que ça fitait autrefois. Effectivement. C'est ça, c'est que ton lambda est beaucoup plus égal. Ce que tu vois avant, il était comme pointu. Donc, comment je te dirais bien? Ton rendement était limité un peu par rapport aux fréquences et tu tombais des fois, mais tu tombais en dehors de la traite. Quand tu compares avec les Sloan, c'est comme un croisement entre les deux. Et j'ai fait plusieurs tests avec comme tu dis, avec des astronomes. Il y a le Philippe, je ne sais pas son nom, qui donne le cours de CCD. On a travaillé, on a fait des choses. Il y a Arnenden qui est embarqué, qui est un des pères de l'astronomie aussi. Et ben écoute, on arrive tous gagnants avec ça. Là. C'est beau? Juste une parenthèse. Depuis l'an passé, avec le Variable Star Plotter, c'est qu'ils sont en train d'installer des provisions pour les filtres Sloan. Ouais. Je ne sais pas si ça fait partie du décor dans ton cas. Non, du tout. Parce que, premièrement, c'est parce que je les connais pas. Puis je veux pas investir dans ça. Puis même que les filtres Sloan, c'est que oui, c'est souvent les professionnels qui vont se servir ça. Et sont très, très, très sélectifs. On le voit, là, sont vraiment coupés comme au couteau, là. Moi, ce qui me dérange, premièrement, c'est que je les connais pas, vraiment. Je sais pas s'il y a autant d'avantages comme le B-V, chercher certaines distances, etc. Tu sais, il y a beaucoup d'analyses qu'on est capable de faire avec des Phil Johnson.
qu'on peut pas avec Sloan. Puis, comme que je te dis, je les connais pas. Moi, j'embarquais pas là-dedans, surtout au prix qu'ils sont, surtout. Fait que, c'est spécialisé un peu. Sloan, Non, mais- c'est les télescopes automatiques qui font de la photométrie, là, les SDSS qui ont fait des C'est ça. catalogues, là, qui ont adopté ce système de filtre-là. Mais c'est un système comme un autre, là, comme Gaia a ses filtres ou c'est pas, c'est pas plus grave que ça. La beauté des Sloan, c'est qu'ils partagent vraiment bien chaque strie, si tu veux, là, il n'y a pas de croisement. Puis, mais ça a été fait, ça, pour des besoins. À chaque fois qu'ils font un observatoire, dans le fond, des fois c'est pour les coûts, des fois c'est pour les besoins scientifiques, fait qu'ils vont adapter leur système de filtration, là, en fonction de leurs besoins. Mais comme tu dis, c'est pour un usage professionnel. Pour les amateurs, ben, moi, personnellement, je vois pas qu'est-ce qu'un amateur peut faire avec ça. Parce que de toute façon, tes données peuvent pas se comparer avec d'autres, sauf avec certains professionnels. Il y a des conversions qui peuvent se faire par contre. Ça, je dis pas le contraire. Mais je donne un exemple. Actuellement, il y a une mode en France. Je sais pas, il y en a qui sont peut-être au courant. Il y a un groupe qui s'est formé qui s'appelle Rapace et qui, eux autres, ils traitent Gaia. Gaia, c'est 3 filtres. Et ils sont en train de changer le monde avec ça, avec les filtres Gaia. Mais ils m'en ont parlé, puis écoute, je t'avoue, avec les 4 filtres de Johnson ou les filtres Sloan, au moins il y a un historique qui est possible d'avoir. Et on pourrait en reparler hors caméra si on veut, mais c'est assez spécial qu'est-ce qu'ils font. Mais c'est pour juste dire pour clore pour les filtres, là, dans le fond, là, oui. Dépendamment pour qui t'envoie le données, eux autres marchent comme la AVSO marche avec le Johnson Cousin principalement. C'est plus facile de nous envoyer le data avec ceux-là. Mais souvent, si tu travailles avec d'autres organismes, il y en a qui vont les prendre. Fait que ça dépend pour qui tu envoies le data. C'est juste ça, là, les filtres. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Ça dépend pour quel organisme, là. Mais moi, je n'avais acheté des Sloan, mais c'est dur à trouver maintenant. C'est excessivement difficile. C'est cher aussi. Mais il semble, en tout cas, si on regarde les gens qui vont sur le Variable Star Plotter, il semble que l'AVSO a des projections quand même importantes pour ce système de filtre-là parce qu'on peut, à partir, mettons, si on va chercher une carte stellaire d'une étoile, les cartes photométriques, surtout on regarde en bas, là, vraiment toutes les slots sont indiqués, puis tu as juste à cocher ça. Mais encore là, ça dépend des catalogues, ça dépend d'un plan d'affaires. Mais comme, en tout cas, moi, ce qui semble se dessiner, c'est qu'il y a comme l'importance pour le futur à ce système de filtration-là. Bon, j'imagine c'est sûr qu'il y en a qui sont prêts à payer pour ça. Est-ce que ça va être eux autres? Je continue? C'est beau? OK. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que dans le filtrage, ce qui est intéressant, c'est que, premièrement, en gris, c'est une étoile. Ici, c'est ce que j'expliquais un peu plus tôt. On aurait, par exemple, Rigel qui était en 11 000 K. Ben, c'est sûr que le filtre B va prendre une pente descendante. Mais le filtre V va prendre aussi une pente, mais plus prononcée parce que son lambda est plus loin. Ce qui fait un B-V négatif. Si on regarde l'inverse, Betelgeuse qui est à 3600, ben, ça va être encore plus prononcé si on veut. Mais on va avoir un B-V positif. Donc, ce qu'il faut dire avec ça, c'est que plus ton B-V il est négatif ou il est bas, ben, plus ton étoile est chaude. Ça se peut aussi se traduire s'il y a certains diagrammes de HR qui ont vraiment le B-V comme température aussi. On a encore la même luminosité. On s'entend le 1 égale le soleil qui sera vrai ici, à peu près, si on regarde une ligne droite. Et ce qui nous amène aussi à aller chercher plusieurs notions avec des statistiques. Par exemple, le module de distance, le B-V, excusez, le petit m moins le m, donc la magnitude apparente moins la magnitude absolue, va nous donner, avec un certain calcul, une distance mesurée en parsec. Donc, à partir de là, je vous donne un exemple, une simple étoile de magnitude 15,2
qui a une magnitude absolue de moins 4,2. Donc, on va arriver avec un calcul simple de 75 900 parsecs, qui fois 3,26 va donner la distance en années-lumière. Ici, c'est des types d'étoiles. On parle des étoiles, mais c'est toujours pareil. C'est quand sont doubles, c'est le double de trouble. OK? Fait que, c'est parce que là, tu as deux masses en interaction, ça bouge tout le temps, il peut y avoir des transferts de matière. J'en parle vite vite. C'est sûr que dans les binaires comme là, c'est des algols. J'ai ramassé des documents scientifiques qui parlaient que les Égyptiens, excusez, ils connaissaient la période de Algol il y a 3000 ans. Ça vous donne une idée. Pourtant, il n'y avait pas de télescope dans ce temps-là. Là. Les autres, c'était juste à l'œil. Et il y a certaines personnes qui avaient des bons yeux qui ont réussi à trouver ça. Et dans les bilans, c'est toujours encore le même principe. C'est que tu as le lobe de roche. Donc, il y en a une qui est pleine comme les 1A, les algols, si on veut. C'est deux étoiles. Il y en a une plus grosse que l'autre. On ne rentrera pas dans le paradoxe de l'algol. Ça, c'est durant les cours. Tu as aussi les semi-détachés. Donc, il y a quand même un échange de matière et les binaires qui sont de contact. On voit que les courbes ils seront différentes selon les distances. Donc, avec les courbes, en photométrie, on est capable de trouver le type d'étoile, de classement. Je peux vous dire qu'en 2020, j'avais un Laurent Corp, qui est un Français qui reste dans le sud de la France, le chanceux. Et il m'a offert de faire lui, finalement, il est dans la SAP, la Société astronomique française, et il est dans la section des binaires, des doubles. Et il me demandait de suivre avec lui des étoiles. C'est simple. Le projet, il est simple, puis en même temps, il est le fun. C'est que lui, il commence à 9 heures, il finit à 3 heures du matin. Mais moi, à 3 heures du matin, pour lui, il est 9 heures pour moi. Fait que moi, je commence et on peut étudier une étoile comme ça pendant 12 heures de temps. Puis même qu'à un moment donné, Malheur Kenducar, qui est en Colombie-Britannique, a pris aussi le relais. Donc, on a monté à 15 heures sur une seule étoile. Fait qu'on avait une belle courbe avec ça. Et si je donne un exemple avec IT Hercule, c'est que l'étoile est classée dans le VSX comme une A5. Et quand je trouve le spectre, c'est pas une A5 pantoute, il n'y a pas de Red Balmer, il n'y a rien de ça. Donc, on pense dans les F3 qu'on a pensé. Il reste à vérifier, puis il reste encore des analyses. Ça va être avec le prochain spectro à haute définition qu'on va être capable de le faire. Mais déjà, en tout cas, c'est intéressant. Et Laurent, on a 8 à 10 étoiles qu'on suit. Et lui, avec ça, il fait des conférences actuellement. Comme justement, en fin de semaine, il y a le EBS, qui était le projet en France, et il va aller présenter, je pense qu'il y a 15-20 minutes, il va aller présenter les résultats de nos recherches. Donc, voyez-vous, ça s'est fait en photométrie et en spectro. On a fait aussi d'autres étoiles. Comme ça, là, c'est spécial. On a réussi à faire une modélisation 3D et selon l'orbite, j'ai réussi à avoir des spectres des deux étoiles, finalement. Il reste encore à trouver. C'est ce que je dis. Là, au mois de mai, il a réussi à faire il a donné une conférence à Barcelone sur nos recherches et il en donne un autre là, en fin de semaine. Il y a un autre sujet que je travaille beaucoup, puis même il y en a plusieurs qui sont là-dedans. C'est avec Gilbert Saint-Onge, qui est un pionnier dans le ProAm, qui a fait des documents. Là, j'ai un projet avec lui justement sur NGC 2261 que j'ai pris en photo, j'ai analysé. Et là, ce que je voulais faire quand il va faire beau, quand il va en entrepôt écorner des bœufs puis y avoir des nuages autour, être capable d'aller chercher un spectre de l'étoile, mais aussi un spectre, si on veut, de la nébuleuse. Être capable de soustraire l'un de l'autre et aller chercher quelque chose. Là, j'étais avec Yves Gaudidier qui m'a dit qu'il m'aiderait. On pourrait faire des analyses avec ça, ça serait drôlement intéressant. Au printemps, j'ai travaillé beaucoup avec les Flare Stars. Il y avait une alerte de l'AVSO. Le satellite TESS était dans un secteur, puis il y avait un groupe de personnes qui ont des spectros. Et on demandait des gens pour prendre plusieurs étoiles disponibles. Il y en avait une dizaine selon des mois précis. Et là, on se mettait tout à
à fouiller cette étoile-là, puis d'attendre. Damien est arrivé sur le tard, je crois, mais lui, il y a eu en tout cas, j'en parle tantôt, il y a eu un flair. Moi, ce que j'ai eu, c'est le genre de spec que je pouvais faire. Là, sur ça, t'as à peu près, je pense, c'est 15. C'est pour ça que ça a l'air tout moiré, si on veut. C'est 15 expositions qui sont en sandwich. Et j'ai commencé à faire mon analyse, puis il m'en restait encore à faire. J'ai pas trouvé de flair, moi. Mais Damien Lemay, oui, par exemple. Je ne sais pas s'il a fait partie du document final, mais de toute façon, écoute, travailler avec des kings comme ça, c'est tellement valorisant. T'apprends, puis ils sont généreux, puis ils te montrent, puis c'est vraiment malade.